Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffaine et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pavel qui va nous parler de la méditation, plus précisément des effets de la méditation sur le corps. Dans notre échange, nous sommes allés même beaucoup plus loin que simplement les effets de la méditation sur le corps. C'est un véritable moment d'inspiration où on découvre tout ce que la méditation peut nous apporter et ça va beaucoup plus loin que le simple bien-être, même si c'est déjà énorme. Je vous laisse découvrir tout ça, j'espère que ça vous inspirera autant que moi ça m'inspire. Bonne écoute les yogis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Pavel pour nous parler de la physiologie de la méditation. Puisqu'on passe pas mal de temps ensemble à méditer, je me suis dit qu'un peu de connaissances sur le sujet pourrait être intéressant. Donc Pavel, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la physiologie de la méditation, plus précisément comment réagit notre corps à la méditation ? Alors, en fonction des méditations qu'on va faire, le corps il va pas toujours réagir de la même façon. Il y a des recherches scientifiques qui ont évalué l'impact de la méditation sur le système nerveux végétatif, et ça, pour dire simplement, ça calme tout simplement le système nerveux parasympathique, donc ça calme le système nerveux sympathique, celui qui est responsable de nos réactions face au stress, celui qui est responsable d'augmenter la tension musculaire, d'augmenter notre rythme, notre fréquence cardiaque, notre fréquence respiratoire, notre tension cardiaque. Donc ça, c'est quelque chose qui baisse. Ça baisse quasiment systématiquement. Ça a tendance aussi à augmenter l'activité du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique, il nous aide à remplir nos batteries, on pourrait dire. Il nous aide à nous endormir, il nous aide à digérer, il nous aide dans la guérison des différentes maladies. Donc ça, c'est quelque chose qui revient quasi systématiquement dès qu'on se met dans un état de détente profonde, et pour ça il suffit tout simplement de s'asseoir et de fermer les yeux, et juste la magie se passe. Après, si on fait des méditations avec un maintien d'attention sur un sujet précis, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Les études ont montré que le fait de rester concentré sur quelque chose qu'on a choisi, ça a tendance à augmenter la neurogénèse et la neuroplasticité dans l'hippocampe. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a plus de neurones, ils sont plus gros, plus forts et mieux connectés dans l'hippocampe. Et l'hippocampe, qu'est-ce que c'est ? C'est une partie de notre cerveau qui est responsable de la gestion de tout un tas de choses. Par exemple, l'hippocampe, c'est la structure qui va dire à l'amygdale de se calmer. Et donc, il a une action inhibitrice sur l'amygdale. Alors, l'amygdale, c'est le centre de nos peurs, de nos angoisses, de nos stress. En gros, quand il y a une situation qui se passe, une partie de ces informations arrive à l'amygdale, et en fonction de ce que l'amygdale va décider, notre cerveau va prendre la décision que nous sommes en danger ou nous ne sommes pas en danger. Donc c'est l'amygdale qui décide, si tu veux, si on est en danger ou si on n'est pas en danger. Donc l'amygdale, elle peut parfois surréagir. Donc elle peut nous dire qu'on est en danger et en fait on n'est pas en danger. Donc c'est pas qu'elle ment, mais elle exagère. Donc elle a pas forcément tendance à mentir, mais parfois elle va tellement exagérer qu'en fait ça ne va pas être cohérent par rapport à la réalité. Et de là viennent les angoisses, par exemple. C'était ma question justement, est-ce que c'est ça qui apporte des angoisses et qui vient caractériser une personne angoissée ? Oui, alors les personnes qui ont des angoisses chroniques, des angoisses depuis de nombreuses années, les IRM du cerveau montrent que l'amygdale est plus grande, elle est plus forte, elle est plus volumineuse. Si tu veux, si tu compares le cerveau à un muscle, c'est les zones que tu utilises plus, ils vont être plus grandes. Donc c'est quelque chose qui est logique. Par exemple, si on prend un musicien, ça fait 40 ans qu'il fait de la musique classique, il joue de différents instruments, ses oreilles ne sont pas meilleures que les tiennes.
Par contre, au niveau de son cerveau, les aires liées avec tout ce côté, on va dire, acoustique, ils vont être beaucoup plus développés. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve systématiquement. Si tu fais beaucoup de quelque chose, à ce moment-là, les zones de cerveau liées à ce quelque chose vont être plus développées. Ça fait partie des choses, par exemple, que j'enseigne pendant mes formations d'ostéopathie. Dans le temps, on disait qu'il faut se développer sa main. Et ça, c'est très trompeur, parce que du coup, on peut partir du principe qu'il y a des ostéopathes qui ont une main qui est extraordinaire et d'autres qui n'en ont pas. Et quelqu'un pourrait arriver à une mauvaise conclusion que peut-être je n'ai pas de talent pour ça. C'est pas vrai. C'est juste une question de la quantité de travail fourni pour développer la perception de certaines choses. Et cette perception de certaines choses, ça vient tout simplement en travaillant et en mettant l'attention, en fait, en restant concentré et avec notre volonté, on met l'attention sur ce qu'on veut développer. Pour en revenir à la méditation, il faut mettre l'attention sur quelque chose dans un premier temps, quelque chose simple, parce qu'en soi l'exercice il est difficile, donc ça sert à rien de se le compliquer plus que nécessaire. Donc c'est pour ça que c'est conseillé dans la quasi-totalité des cas, dans la quasi-totalité des systèmes, on va dire, de développement spirituel et psychologique. Quand tu commences à méditer, il faut commencer en te concentrant sur la respiration. Pourquoi ? Parce que c'est simple. Parce qu'il y a un élément auditif, donc on s'entend respirer, on se ressent respirer, on sent l'air qui rentre, qui sort, on sent les poumons qui se gonflent, qui se dégonflent. Donc il y a beaucoup de choses autour de la respiration qui sont très utiles. Et au fur et à mesure du temps, on peut essayer de sentir toutes ces choses en même temps. Et ça, c'est quelque chose justement qui, dans un premier temps, va avoir un effet calmant sur le système nerveux végétatif. Et le système nerveux végétatif, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aujourd'hui. Dans les plus grosses universités du monde, on fait des recherches sur le sujet pour mesurer son impact sur tout un tas de maladies, les maladies auto-immunes, les cancers, le diabète, les maladies, par exemple la perte du poids. Donc ça, c'est quelque chose que les scientifiques ils jugent comme un candidat potentiel, comme une sorte de cause potentielle dans la régulation de ce type de problème. Alors vous pouvez attendre 250 ans avant qu'on ait les résultats, ou vous pouvez partir du principe qu'il y a des chances que c'est bien de mettre de l'ordre dans sa propre tête et commencer avec la méditation tout de suite. Alors j'ai une question par rapport à quelque chose que tu as dit. Tu as dit il suffit de s'asseoir et de fermer les yeux et la magie opère. Simplement, je pense que beaucoup de yogis se retrouveront dans ce que je vais dire. Si on leur dit de s'asseoir et de fermer les yeux, soit les gens vont y être totalement réfractaires parce que on s'ennuie, soit pire encore, ça va justement amener les angoisses, ça va faire venir des émotions négatives parce que on est dans un contexte, on se sent mal et donc est-ce que dans ce cas-là, une méditation guidée pourrait peut-être aider davantage comme une première étape à la méditation avant de passer à des choses plus autonomes, on va dire ? Bien sûr. Alors, ça marche comme ça. Si on s'assoit et on ferme les yeux, on enlève des informations qui arrivent à notre cerveau. Si on se détend, si on détache un petit peu notre cerveau de notre environnement, à ce moment-là, on est seul en notre propre compagnie. Et souvent, notre propre compagnie, c'est pas la plus agréable compagnie pour nous. Et je sais de quoi je parle parce que j'avais des difficultés avec la méditation pendant des nombreuses années. Bon, moi, c'est pas des peurs, c'est pas de l'angoisse, mais c'est de la colère qui venait. Alors, chacun a ses propres pètes au casque. Donc, moi, je m'asseyais et du coup, je fermais les yeux. Et peu importe si c'était sur la respiration, sur une émotion positive, sur le passé, le futur, ou peu importe quel sujet on aurait choisi, très rapidement, justement, la colère, elle venait. Donc, ma conclusion, c'était que la méditation m'énerve. Alors, si j'aurais su à l'époque ce que je sais maintenant, j'aurais certainement pris d'autres décisions. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, moi, la seule chose que j'étais conscient, je m'assois, je ferme les yeux, et il y a de la colère qui apparaît. Alors, la vérité, c'est que cette colère, elle était là en permanence, mais la méditation
me la mettait juste en face de moi. Donc je devenais plus conscient de la colère qui était là de toute façon en permanence. Donc c'est pas la méditation qui fonctionnait mal parce qu'elle fonctionnait très bien, elle me mettait en face de ma réalité, première chose. Deuxième chose, c'est pas la méditation qui m'énervait, j'étais énervé, peu importe si je méditais ou si je méditais pas, mais effectivement c'était quelque chose à vivre qui était très désagréable. Donc les gens, ils vont vivre la même chose en fonction de la construction psychologique qu'ils ont. Ils vont ressentir de la frustration, de l'angoisse, de la tristesse, de la peur, de la frustration, de toutes sortes d'émotions négatives vont apparaître. Mais quand mes patients, parfois, quand mes patients me parlent de tout ça, je leur pose une question. D'accord, ok, vous vous mettez à méditer et il y a de la frustration qui apparaît. Oui, c'est ça. D'accord, mais dites-moi, est-ce que la frustration, elle apparaît uniquement quand vous méditez ou est-ce que cette frustration, elle apparaît aussi à d'autres moments de la vie? Et du coup, souvent, systématiquement, c'est la même réponse. Ah non, ça c'est tout le temps. Et du coup, c'est pas la méditation qui fait que vous êtes frustré tout court. Et juste la méditation fait que vous prenez plus conscience de votre état général. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que ça permet de faire un état des lieux. Mais derrière, pour le changer, ça devient assez compliqué parce que se mettre dans un environnement mental qui est dur, qui est difficile, sans entraînement, ça peut avoir un effet négatif. Parce que du coup, si je ferme les yeux et il y a de la colère qui vient et je commence à méditer et je reste longtemps concentré sur ma colère, il y a toutes les chances que la colère, elle augmente. Et dans ce cas-là, on renforce la partie du cerveau, justement, qui est en lien avec la colère, j'imagine. C'est bien ça. Donc, dans une situation comme ça, c'est bien mieux si on a des difficultés à rester en sa propre compagnie dans le silence. C'est bien mieux, dans un premier temps, de se concentrer et de mettre en place justement des méditations guidées. Alors, les méditations guidées, si on est dans un très mauvais état, par exemple, il y a quelque chose qui vient de se passer, un proche qui vient de mourir, on vient de se séparer, on vient d'être viré du travail, on a peur pour notre futur. Vraiment des choses qui sont très lourdes et qui nous empêchent vraiment de fonctionner de façon cohérente dans notre tête. Alors à ce moment-là, vraiment ça vaut le coup de se mettre une méditation guidée. Parce que pendant la méditation guidée, il y a quelqu'un qui, la plupart du temps, est, on va dire, plus ou moins compétent, mais il s'est au moins informé un tout petit peu, pour capter notre attention. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que notre attention, qui doit revenir sur le sujet de la méditation, il y a deux personnes qui travaillent pour la garder sur le sujet de la méditation. La première, c'est nous, parce qu'on veut rester concentré sur la personne qui parle. Et la deuxième chose, c'est la personne justement qui parle, en changeant la vitesse de parole, en changeant l'intonation, en mettant des pauses. Et quand on parle, et à un moment, quand il y a une pause, ça capte l'attention. On dit, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un flux de parole, là c'est interrompu. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça ramène notre attention sur le sujet. Et ça aide. Donc il y a une deuxième personne qui travaille. Donc on se met à deux pour faire le même travail. Et je sais que tu t'es formé en hypnose, donc j'en profite pour te poser la question. Selon toi, est-ce que grâce à une méditation guidée, on pourrait obtenir des effets similaires à une séance d'hypnose? Oui et non. La différence, c'est ça. L'hypnose, la façon de faire l'hypnose qu'on est censé faire, c'est de faire une hypnose qui est personnalisée et adaptée à la personne qu'on a en face de nous. Ça veut dire que pour une prof de yoga, je vais faire une hypnose qui est différente que, par exemple, pour un boxeur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le même caractère, mais ils n'ont pas non plus le même vocabulaire, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, et la plupart du temps, ils n'ont pas le même problème. Donc, le sujet de l'hypnose, souvent, c'est quelque chose qui est très personnel, donc du coup, l'hypnose doit être personnalisée, ça c'est une chose. Et une deuxième chose, pour avoir un impact, pour changer une personne, l'objectif, c'est
d'appuyer sur les bons boutons pour cette personne à ce moment-là. Tu as certainement entendu qu'il y a des gens qui sont kinesthésiques, auditifs et d'autres qui sont visuels. On n'utilise pas le même langage avec une personne visuelle et kinesthésique. Avec une personne visuelle, tu peux dire que tu peux voir, tu peux percevoir que en regardant droit devant, en maintenant, tu as vu sur un point, les contours ils commencent à se flouter. Et pour une personne kinesthésique, tu vas dire, en fonction de ta respiration, à chaque expiration, tu vas sentir que ton corps il se détend de plus en plus. Donc dans les deux cas, ça revient au même, la personne elle est en train de se détendre. Mais il y a une chose qui pour la personne visuelle lui parle plus, et l'autre chose qui pour la personne kinesthésique lui parle plus. Alors ça c'est sur le point technique de ce qui est dit. Dans le sens, l'hypnose, elle a un objectif qui est ciblé, qui est précis. C'est comme une séance d'ostéopathie. Voilà, la séance d'ostéopathie, tu as mal au dos, il y a un truc qui est bloqué, l'objectif c'est de le débloquer. Voilà, c'est simple. Donc l'hypnose c'est pareil. Tu as eu un pet au niveau de tes émotions, tu es triste, voilà. Par exemple, je sais pas, quelqu'un est mort, mais la personne elle est morte il y a 5 ans, et toi tu n'as pas fait le deuil. Donc du coup, en hypnose, ce qu'on va faire, c'est essayer de t'aider à faire le deuil. Voilà. Mais la méditation, ça n'a pas tout à fait le même objectif. La méditation, ça a pour objectif de renforcer des choses à l'intérieur du corps, de renforcer la capacité ou à se détendre, ou à percevoir de la joie, ou à augmenter la créativité, ou à augmenter... C'est de la muscu. La méditation, c'est de la muscu. Alors, c'est comme comparer l'ostéopathie à la kiné. La kiné, on fait quelque chose régulièrement. Et à force de faire quelque chose régulièrement, quelqu'un qui est raide devient plus souple, quelqu'un qui est faible devient plus fort, quelqu'un qui est on va dire, avec des schémas de pensée qui sont négatifs, il renforce petit à petit le contrôle qu'il a sur le cerveau. Donc, en gros, c'est deux façons qui n'ont pas tout à fait le même objectif. Mais en pratique, si tu veux, ça se ressemble beaucoup, parce que dans les deux cas, ce qui se passe, c'est que dans un premier temps, on a des ondes qui sont assez rapides dans le cerveau, elles descendent au fur et à mesure de la progression dans la méditation, on reste avec des ondes assez bas pendant la méditation, et après, on remonte. Donc, dans les méditations guidées, souvent le vocabulaire, la façon de parler est très hypnotique. Mais l'objectif n'est pas le même. On peut, avec grande facilité, se mettre des méditations guidées sur YogiLab, sur YouTube. C'est quelque chose qu'on met et on peut se la refaire une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Si on en a une qu'on aime bien, on peut se la faire pendant 6 mois et tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. Ça aura toujours le même effet, ça aura toujours un effet bénéfique et ça va augmenter, justement, améliorer le fonctionnement du pourquoi elle est faite. L'hypnose, ça n'a pas tout à fait le même but. C'est comme si tu viens voir un ostéopathe aujourd'hui, il te débloque le dos. Si tu viens le voir demain, ton dos il est débloqué. Si tu refais la même chose, ça ne sert à rien. Si tu es triste parce qu'il y a quelqu'un qui est mort et tu vas voir quelqu'un qui te permet de faire le deuil et du coup tu as terminé ton deuil, mais tu es triste quand même parce que du coup tu as des mauvais schémas de pensée, le fait de refaire l'hypnose pour le deuil, ça ne va rien changer parce que le deuil il est fait. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui doivent être travaillées. Si quelqu'un a un mode de vie qui est complètement sédentaire, il est faible de partout, tous les muscles sont faibles, les quadrilles, les ischios, le dos, il y a tout qui est faible, et le corps fait mal, et en plus il est bloqué, donc ça fait très mal. Tu vas voir un ostéopathe, il te fait quelques techniques, tu te sens bien. Mais le truc, c'est que ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de muscle, que tu es raide et que globalement le corps il est de mauvaise qualité. Donc derrière, la kiné, ça peut te permettre de commencer à faire quelque chose. Alors si tu sors de cette, entre guillemets, cette qualité qui est tellement mauvaise qu'on juge comme une pathologie, tu ne deviens pas pour autant un grand sportif. Mais on va dire, tu es sorti, on va dire, de la pathologie et tu fonctionnes pas forcément très bien, mais tu fonctionnes pas forcément très mal non plus. Et derrière, par exemple, tu peux faire du yoga et continuer à améliorer ta souplesse, continuer à améliorer ta force, continuer à améliorer des paramètres au-dessus de ton point, on va dire 0. Tu n'es plus en négatif, mais ça ne veut pas dire que le chemin il est terminé. Oui, c'est vrai, et j'aime beaucoup cette image de la pathologie parce que j'ai l'impression qu'on prend de plus en plus conscience que d'un point de vue mental, on est dans cet état pathologique aussi.
avec tout le stress qui nous assaille, mais de plus en plus de personnes certainement prennent soin de leur mental. Et donc en quelque sorte, la méditation, c'est la kiné du cerveau en quelque sorte. On vient renforcer le cerveau, le rééduquer pour qu'il sache se concentrer sur les choses qui nous sont bénéfiques, comme tu l'as dit, renforcer les zones du cerveau qui viennent plutôt nous nourrir que nous épuiser. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant de parler comme ça. Et j'ai une question un peu pour clôturer, on va dire. Toi, tu médites. Quand tu médites, tu ne fais pas de méditation guidée. Donc, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous ta façon à toi. Alors pour répondre à ta question et pour rebondir sur ce que tu as dit, que la méditation c'est un peu de la kiné du cerveau, c'est tout à fait de la kiné du cerveau, c'est aussi de la muscu du cerveau. La muscu c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Tu as des aires du cerveau qui sont plus petites, plus faibles, moins bien connectées, moins bien irriguées, tu les travailles, elles deviennent plus grosses. C'est comme un biceps, tu fais un mouvement pour un biceps, il devient plus fort et plus gros. Mais tu fais ça avec ta tête, des zones qui font de toi un humain en fait. Et à la différence d'un animal. Donc c'est un développement psychologique, un développement neurologique, ça fait partie d'un développement spirituel. Dans toutes les religions, il y a de la méditation. C'est pour une bonne raison. C'est parce que du coup, ça aide les gens à se développer, à devenir meilleurs. Alors comment ça marche ? Je vais expliquer dans un premier temps, on va dire qu'est-ce qui se passe au début, et après je vais sauter ce qui se passe au milieu et je vais dire ce qui se passe à la fin. Parce que pour décrire ce qui se passe au milieu, on pourrait passer toute une vie entière. Mais au début, ce qui se passe, c'est dans un premier temps, tu fermes les yeux. Donc moi, ce que je fais, je ferme les yeux et je compte mes cycles respiratoires. Je compte mes cycles respiratoires jusqu'à 21. Alors pourquoi jusqu'à 21 ? Alors parce que dans un premier temps, j'avais commencé mes méditations avec des bouddhistes, et eux ils font ça jusqu'à 21, et je sais que derrière il y a une symbolique, mais je ne me souviens pas tout à fait laquelle. Mais je m'étais dit que moi j'ai besoin de ma propre symbolique, et je sais qu'il y a besoin de 21 acides aminés dans une cellule pour créer la vie. Donc pour moi, 21 c'est un chiffre qui est lié avec quelque chose qui est indispensable pour la vie, et du coup c'est un peu comme ça que je traite la méditation aussi, comme quelque chose qui est indispensable pour ma vie. Mais ça c'est ma symbolique à moi. Si tu vas compter jusqu'à 13, 18 ou 250, franchement je pense pas que ça fasse une grande différence. L'objectif c'est juste de pas choisir un chiffre qui est trop grand dans un premier temps, de 1, de 2, l'objectif c'est de tourner en boucle. Donc si tu choisis 250, ça va être un petit peu compliqué parce que la boucle elle va être très longue. Mais tu peux choisir 7, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Ça c'est tout à fait correct. Au-dessus de 30, ça va être difficile, au début. Alors, tu comptes les cycles respiratoires. Donc en gros, tu inspires, tu souffles, et ça fait 1. Et puis ainsi de suite, jusqu'à 21. Quand tu arrives à 21, tu recommences à 0. Mais ce qui va se passer, dans l'énorme majorité des cas, tu commences à compter et ton attention, qui dans un premier temps est sur la respiration, va être captée par des pensées qui vont apparaître dans ton cerveau et va être attirée par ces pensées, qui ne sont pas en lien avec la respiration. Donc du coup, tu perds ta concentration sur le sujet que tu t'es choisi. Donc ça, il faut comprendre ce qui se passe. C'est assez important, parce que ça fait, à partir du moment où les gens ils ont compris ça fait un premier petit miracle. Le premier petit miracle, c'est qu'on comprend qu'on a des pensées dans notre tête qui sont volontaires et des pensées dans notre tête qui sont involontaires. Ça veut dire des pensées qui sont là, mais tu ne veux pas les avoir. C'est pas toi qui les as générées. Elles sont là contre ta volonté. Elles sont inutiles, elles sont contre ta volonté, la plupart du temps elles sont négatives, et c'est quelque chose que clairement, tu n'as pas envie d'avoir. C'est assez important de comprendre ça. On n'est pas tout seul, du coup, dans notre tête. Et effectivement, tu as dit qu'on est beaucoup dans une situation où ça ne va pas. Alors, les quelques personnes illuminées qui font du développement spirituel depuis peut-être leur naissance ou depuis 30 ans ou qui méditent 2 heures par jour et tout ça, à part ces personnes-là, j'aurais tendance à dire que la quasi-totalité des gens
et tout simplement pas diagnostiqués au niveau psychiatrique, mais on n'est pas forcément dans un très bon état mental. Alors je vais développer ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'y retrouver. Si je te demande d'arrêter de respirer pour quelques instants, tu peux le faire. Si je te demande de prendre une grande inspiration, tu peux le faire. Donc quand tu penses au sujet de ta respiration, tu as un contrôle dessus. Mais si tu ne réfléchis pas au sujet de ta respiration, ça se fait tout seul. Ben, ton cerveau, c'est pareil. Si tu penses avec ta volonté de penser à quelque chose, ben, à ce moment-là, tu penses à ce que tu veux penser. Par contre, si tu ne veux pas penser à quelque chose de spécifique, ton cerveau, il va s'occuper à penser à tout un tas de bêtises. Et ce tout un tas de bêtises, ça peut être, par exemple, le choix du partenaire, le choix des études, le choix du travail, le choix du prénom pour les gamins, le choix ça peut être globalement tout. Alors, le truc, c'est que ça arrive systématiquement que les gens, à 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 ans, ils disent « Oui, mais c'est pas moi qui ai des idées, voilà, en fait, c'est l'environnement qui a fait que les gens, ils ont pris une décision comme ça. C'était du pur hasard, c'était pas leur décision. » Et c'est souvent vrai, c'était souvent pas leur décision. Parce que du coup, c'était pas quelque chose qu'ils ont réfléchi à ce sujet avec leur volonté et ils n'ont pas pris la décision avec leur volonté. C'est le cerveau, il a pris mais c'était quelque chose qui était purement au hasard. Donc à ce moment-là, ça peut amener, si on a de la chance parce qu'on est né dans une famille qui nous a créé un environnement qui était génial, donc du coup on a eu des bonnes notes et du coup derrière on a eu des bonnes études et on a un bon travail et on a plein de thunes. Et du coup derrière on s'est marié, on est heureux et on crée pareil voilà, pour nos enfants. C'est bien, mais c'est de la chance. Mais le truc, c'est que dans une situation comme ça, quand il y a un pépin qui arrive, une maladie, une perte de travail, un stress, à ce moment-là, on est perdu. Si par contre, ça n'allait jamais, et du coup, on lutte, derrière, même quand ça va, on continue de lutter, parce que de toute façon, on est habitué à ça. Donc la première chose, c'est de se rendre compte que dans ta tête, il y a deux types de pensées. Des pensées qui sont liées avec la volonté et des pensées qui ne sont pas liées avec la volonté. À partir de ce moment-là, l'objectif, c'est de renforcer la capacité de contrôler ton attention et de maintenir ton attention sur les pensées liées à la volonté. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais globalement, c'est, en gros, on veut que tu sois concentré sur ce que tu veux. Voilà. Et que tu aies en permanence conscience qu'il y a des pensées qui peuvent être contre ta propre volonté, et c'est tes pensées et elles sont dans ta tête. Donc comment faire ? Il faut souvent faire quelque chose que on veut, par exemple fermer les yeux et méditer et compter les cycles respiratoires, et à ce moment-là, séparer les bonnes pensées des mauvaises. Donc du coup, notre attention elle part, dès qu'on se rencontre, on revient. Qu'est-ce qui va se passer ? Au début, on va partir pour longtemps, on va méditer pendant 30 minutes et on va être concentré pendant 1 minute 30 à compter, et pendant 28 minutes 30, on va penser au fait que, je sais pas, les URSAF nous énervent, que le patron il est pas bien, que les gamins encore ils ont fait une bêtise. Donc on ramène les pensées vers la respiration. Donc première chose, qu'est-ce qui se passe ? On peut prendre conscience que toutes ces pensées qui nous travaillent toute la journée, c'est des pensées involontaires. On ne les a pas choisi de les avoir. Si on aurait choisi, ça se trouve, on n'aurait jamais choisi de réfléchir plus que 5 secondes là-dessus. Donc première chose, c'est ça. Deuxième chose, on apprend à se détacher de ces pensées pour se concentrer sur autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important. Si le soir, tu as envie de dormir, tu te mets dans ton lit et tu cogites à tout un tas de trucs, tu ne peux pas t'endormir, surtout si c'est des trucs qui sont stressants, parce que ça augmente l'adrénaline, ça augmente la cortisone. Mais si tu as le choix, à ce moment-là, tu choisis de penser que le coussin, il est tout mou, que tu es au chaud, que la couette est bien, que tu as ton chéri à côté. Comment tu peux ne pas t'endormir dans une situation comme ça ? Ça prend 5 minutes, tu dors. Donc le truc, c'est que ça commence à résoudre derrière certains problèmes. La capacité à te détacher de ces pensées-là et de maintenir ton attention sur des pensées positives. Derrière, si tu continues à méditer, pareil, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, quand tes pensées sont attirées vers des pensées, on va dire, pas volontaires, et tu reviens, il y a une partie de toi qui a maintenu le dernier chiffre. Et du coup, tu n'es plus obligé de recommencer à 0, mais tu es parti à 6, et tu reviens, et tu dis, c'était 6, donc maintenant c'est 7. Tu ne sais pas tout à fait combien il y a une respiration entre les deux, mais tu sais que maintenant c'est 7. Et ça te permet de gagner un petit peu de dynamisme dans la vie, dans le travail. Tu deviens plus performante. Parce que
arrête de perdre le fil de tes propres pensées. Donc c'est assez important. Quand tu lis une page de cours, et il y a quelqu'un, il y a un bruit, ou il y a quelque chose qui se passe, et tu reviens, tu n'es pas obligé de relire toute la page. Tu as commencé là, tu reprends là où tu as terminé, et puis tu continues. Pareil dans le travail. Donc tu gagnes en efficacité. Tu gagnes en efficacité dans l'ensemble de la vie, tout simplement. Si tu as des projets, par exemple, tu veux perdre du poids. Pas toi, mais peu importe, quelqu'un veut perdre du poids. Donc en gros, ce qui se passe, c'est il se dit, je vais arrêter de manger des cochonneries. Donc parfois, ça fait un peu défaut. Mais le truc, c'est que cette idée, elle va tout le temps revenir parce que ça fait partie de la volonté. Donc ça va revenir très souvent. On va très souvent revenir à cette idée de perdre du poids. Parce que du coup, si on veut perdre du poids, il faut y penser un peu 24 heures sur 24. Parce que au moment où tu n'y penses pas, c'est à ce moment-là que tu vas manger le gâteau que tu voulais pas manger. Mais en fait, c'est pas toi qui as pris la décision. Ça s'est fait automatiquement. Tu as eu une baisse de sucre, ton cerveau a dit, oh gâteau, je mange. Donc le truc, c'est que si tu as des trucs comme ça, et si tu renforces petit à petit ta capacité à maintenir tes pensées sur ce que tu veux, à ce moment-là, tu auras plus de ce que tu veux dans ta vie. Donc derrière, pendant la méditation, ça s'en va sur le côté, tes pensées, et toi tu reviens, et tu es assise. Donc la suivante, c'est cette. Et si tu continues tes méditations sur la respiration, la prochaine étape, c'est un autre petit miracle. Qu'est-ce qui va se passer? Quand tes pensées vont partir sur le côté, tu vas partir moins loin, pour moins longtemps, et il y a une partie de ton attention qui va rester sur les chiffres. Donc tu pars de nouveau à 6, mais quand tu reviens, tu sais que c'est 9. À ce moment-là, si tu arrives à développer ça, il y a un nouveau miracle qui se passe. C'est tu as une baisse de sucre. Tu as envie de manger le gâteau et tu vas vers le gâteau. Mais il y a une partie de ta tête qui reste concentrée sur ce que tu veux, perdre du poids. Donc tu vas vers le gâteau, mais il y a une partie de ta tête qui te dit « prends pas le gâteau, mange pas le gâteau ». Donc il y a quelque chose qui te freine. Alors peut-être tu vas le prendre, peut-être tu vas pas le prendre, ça je sais pas. Par contre ce que je sais, c'est que globalement, il y a quelque chose, une petite voix qui va commencer à te freiner pour que tu arrêtes de faire les choses que tu n'as pas envie de faire dans ta vie. Parce que c'est ta vie. Il faudrait que tu fasses des choses que tu as envie de faire et il faut que tu ne fasses pas les choses que tu n'as pas envie de faire. C'est comme les gens qui disent je fume, je bois, je fais ci, j'ai des addictions comme ci ou comme ça, mais c'est plus fort que moi. Bah oui, bien sûr que c'est plus fort que toi, mais toi tu t'es pas renforcé. Donc si tu es faible, à ce moment-là, c'est logique que l'autre partie elle est plus forte que toi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Faut pas lutter avec quelqu'un de plus fort. Je sais pas, je sais que toi, Tiffen, tu as voulu faire des arts martiaux, tu n'en as pas fait. Mais imagine que tu n'en as pas fait, on te met des gants de boxe et on te met sur un ring de boxe et on te met en face d'un boxeur. Il faut pas faire ça, ça n'a aucun sens. Donc si tu as envie de le battre, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu deviennes plus performante, il faut que tu deviennes plus forte. Et à ce moment-là, ça peut avoir du sens, tu peux te mesurer à lui. Mais tu ne peux pas te mesurer à quelque chose qui est plus forte que toi parce que depuis 30 ans, tu laisses ça agir et t'as rien en face. Ça n'a tout simplement aucun sens. Donc si on veut lutter par exemple contre une addiction, il faut renforcer sa capacité de maintenir nos pensées sur le sujet qu'on veut. Donc derrière, il y a ce nouveau petit miracle qui arrive, il y a cette petite voix qui apparaît et elle devient au fur et à mesure de plus en plus importante. Et ça te freine pour faire tout un tas de bêtises que tu aurais pu faire avant. Et même plus, elle pourrait aussi venir motiver des comportements positifs pour nous. Bien sûr, bien sûr. Derrière, si tu continues de méditer, cette voix, elle devient de plus en plus forte. Donc, en gros, si tu continues de méditer, si tu continues d'être concentré sur la respiration, à un moment, il y a de nouveau quelque chose qui change. Tu restes concentré sur la respiration. Tu es à 6, 7, 8, 9. Et il y a des pensées qui apparaissent. Mais ton attention n'est plus attirée vers ces pensées. Donc, tu as conscience qu'il y a une activité cérébrale dans le fond. Et ça peut être des petites images ou quelque chose comme ça. Mais ce qui domine, c'est le sujet que tu as choisi. Et ça, c'est de nouveau un miracle qui se passe. Parce qu'à ce moment-là, dans ta tête, ça commence vraiment à tourner comme toi, tu as envie que ça tourne.
Et ça, c'est quelque chose qui est formidable. Parce que du coup, ta vie, elle commence à aller vers la direction que tu veux. C'est pas le fruit d'un hasard. Ça arrête d'être le fruit uniquement de la société et de ton éducation et de tes traumas passés et de choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle ou sur les choses sur lesquelles tu n'as pas d'influence. Et tu commences à prendre vraiment littéralement contrôle sur ta vie. À ce moment-là, ta vie, elle commence vraiment à avoir du sens pour toi et elle commence à avoir une vitesse qui devient de plus en plus, une vitesse de croisière qui devient de plus en plus grande. La vie devient de plus en plus intense. Tu arrêtes de perdre du temps sur des trucs que d'habitude tu faisais par pur hasard. Tu te dis, oui, en fait, j'ai lu des trucs et je sais que les gens, j'ai lu sur Instagram que les gens intelligents ils lisent et les gens bêtes, ils regardent Netflix. Donc je me suis dit que je voudrais lire plus, mais le truc c'est que tous les jours je rentre du boulot et je regarde ma série, elle dure 40 minutes, mais du coup je regarde 3 épisodes, donc ça prend 2 heures. Entre temps je peux faire un autre truc, donc ça me fait 2h30, et au final j'ai pas le temps pour lire, mais du coup je sais pas comment changer. Mais c'est une habitude, c'est quelque chose qui s'est entraîné de façon un petit peu incontrôlée dans notre cerveau, c'est presque un réflexe qu'on s'est créé. On rentre à la maison, on fait quelque chose, mais si on prend plus conscience et contrôle sur nos pensées, à ce moment-là, on rentre à la maison. Et imaginons qu'hier on n'avait pas le contrôle et aujourd'hui on l'a. À ce moment-là, on va vers la télécommande, mais on se dit, est-ce que j'ai envie de regarder la télé ou est-ce que j'ai envie de lire? J'ai envie de lire, donc je vais lire. Il y a quelque chose qui m'attire vers la télé, parce qu'il y aura une attirance presque viscérale, il y a quelque chose qui physiquement va nous tirer. Mais c'est pas grave, on s'en détache. On a l'habitude de le faire, on fait ça tous les jours avec la méditation. On s'en détache, on va vers les livres parce qu'on a choisi de lire. Donc derrière, pas toi, mais il y a un alcoolo. L'alcoolo, il se dit, bon, franchement, là, je me suis grave abîmé avec les 6 dernières bouteilles de vin, là, en une soirée, donc maintenant, je vais arrêter de boire. Et du coup, imaginons qu'il a médité beaucoup, et d'un seul coup, il a une illumination, d'un seul coup, il a le contrôle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va l'attirer vers l'alcool, physiquement. Il aura une envie d'aller boire, parce que c'est une addiction. Donc, il y a des signes vraiment, il y a une attirance physique. Mais il peut se détacher de ça et se concentrer sur autre chose. Je vais me concentrer sur le fait de lire un bouquin. Oui, c'est très intéressant, ça, on le retrouve aussi dans la Bhagavad Gita, justement, que la personne même qui a beaucoup travaillé sur elle et qui peut atteindre l'illumination va ressentir des attirances, des stimulations, quelque chose qui va l'attirer vers ce qu'il ne faudrait pas. Et le yogi se différencie justement de par le contrôle qu'il a réussi à obtenir grâce à, j'ai envie de dire, des mois et des années de méditation, certainement. Bien sûr, ça ne signifie pas que derrière, il faut arrêter de vivre et qu'on n'a pas le droit de boire du vin. C'est juste qu'on choisit. Je choisis et je bois du vin parce que j'ai envie de boire du vin et pas parce que mon corps il réclame du pinard. Et pas parce que du coup mon addiction réclame de l'alcool. Et derrière, la dernière étape, qui peut paraître de quelque chose de très compliqué, mais je vais revenir après à ça, c'est quand il n'y a même pas ces petites pensées qui viennent, qu'on reste concentré uniquement sur la respiration. Et on reste concentré sur la respiration. À ce moment-là, il n'y a pas de frustration, parce que la frustration, c'est quelque chose à côté. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien. On est juste concentré là-dessus. Ça donne une certaine intensité et une certaine profondeur. Parce qu'il n'y a pas d'autre pensée. Le cerveau, d'un côté, il se détend, d'un autre côté, il obéit. Qu'est-ce que ça veut dire, il obéit? Il se concentre dans sa totalité sur la respiration. Dans sa totalité, donc il y a aussi les aires visuelles, il y a les aires sensitifs, il y a les aires qui sont liées avec le futur, il y a les aires qui sont liées avec le passé, il y a les aires qui sont liées avec l'identité. Et du coup, en respirant, on a l'impression de perdre notion du temps, parce qu'on n'est pas concentré sur le temps, on est concentré sur la respiration. On a l'impression de sentir la respiration, d'être la respiration, que tout notre corps respire, qu'on respire en harmonie avec notre environnement, et ça devient quelque chose de très, très intense et de très profond. Alors la respiration, je fais ça tous les jours, donc franchement je maîtrise. Le truc c'est que non, si on commence à méditer sur le sujet, et si la totalité de notre cerveau commence à fonctionner
sur le même sujet, on y découvre une profondeur qu'on ne connaissait pas avant. Et c'est en approfondissant encore le sujet qu'au final on médite dessus. C'est à ce moment-là qu'on médite sur la respiration. Ça, c'est un niveau au-dessus, si tu veux. Et c'est de ça que certaines personnes disent, bon, je te laisse méditer là-dessus. Méditer, ça veut dire tourner la totalité de nos ressources intellectuelles, mentales sur le sujet pour l'approfondir. Donc ça, à partir de là, on peut dire qu'il y a un nouveau niveau de méditation qui vient. À partir de là, on a un contrôle sur notre vie qui est assez grand. Mais ok, bon, on contrôle, mais on fait quoi maintenant ? On n'a pas encore la réponse à ce sujet. Ok, je peux tout faire avec moi, je peux tout faire avec mon esprit, je peux tout faire avec mon cerveau, je peux le remodeler comme je veux. Mais du coup, je veux le remodeler comment ? Voilà. Ça, c'est des questions à ce moment-là qui apparaissent. Donc du coup, ce niveau-là, c'est pas une fin en soi. La paix de l'esprit, une sorte de conscience tranquille et tout ça, c'est pas la fin, c'est le début. C'est le début de la création de soi. Mais dans un premier temps, pour créer quelque chose, il faut avoir des outils. Et pour se créer soi-même, il faut avoir de la maîtrise de sa volonté, de son attention. Utiliser sa volonté pour, avec son attention, sculpter notre esprit comme on a envie. Donc derrière, sur quoi tu vas méditer ? Sur la joie, sur l'amour, sur la compassion, sur le travail, sur la philosophie, sur l'histoire, sur l'amour, sur ta famille, sur l'argent. Tu fais ce que tu veux. Mais à ce moment-là, tu le fais de façon consciente. Tu choisis ça, pas par un besoin compulsif, mais tu choisis ça parce que tu as envie de choisir ça. Et à ce moment-là, tu commences à créer ta propre personne. Tu commences à créer ta propre réalité. Tu commences à créer ta propre vie. Tu ne peux pas méditer sur la joie si tu ne peux pas rester concentré sur la joie. Donc, ça ne sert à rien d'aller faire des choses qui sont plus compliquées si la base, elle n'est pas acquise. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est le début. Alors, la fin... Parce que j'ai dit qu'entre milieu, voilà, entre le milieu, c'est que tu te crées, tu te formes, tu te fais à l'image que tu as envie d'être. Tu t'imagines, j'ai envie d'être comme ça, tu médites pour être comme ça et tu deviens comme ça. Donc ça dure une vie environ, mais du coup, voilà, c'est pas particulièrement compliqué à partir du moment où tu maîtrises ce qui se passe dans ta tête. Et à la fin, l'objectif, c'est de transposer ça, ces compétences sur l'ensemble de ta vie, d'être en permanence concentré sur ce que tu fais, d'être en permanence en accord avec ta volonté. Si tu mets du développement spirituel là-dedans, c'est d'être en permanence en accord avec une volonté supérieure. Donc une volonté supérieure, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut découvrir. Il faut lire des textes sacrés, il faut lire de la philosophie. Si quelqu'un est religieux, il faut approfondir les textes de sa propre religion. Et à ce moment-là, on gagne une profondeur dans la vie, on gagne une qualité de vie qui est inaccessible si on vit à un niveau animal poussé par nos réflexes et nos pulsions. Merci beaucoup Pavel, c'est hyper inspirant. Je pense que tous les yogis qui t'ont écouté jusqu'au bout sont maintenant extrêmement motivés pour méditer. Tu nous as vraiment bien expliqué toutes les étapes et les effets sur le corps. Donc j'ai plus qu'à te remercier. Je suis très contente d'avoir réussi à t'attraper avec mon micro entre deux consultations. C'est super. 1000 fois merci. J'espère que ça vous a plu les yogis. Et puis Pavel, peut-être à bientôt. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt.